Değerli izleyiciler, Avrupa Parlamentosu'ndan sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Biz bu programımızda ağırlıklı olarak şu an çok çetrefil çatışmaların alabildiğini, derinleştiği, barış ve çözüm e, taleplerinin pek eko yapmadığı, hatta Cizre başta olmak üzere Kürdistan'ın pek çok şehrinde olağanüstü hal adı altında şehirlerin ablukaya alınarak sivillerin öldürüldüğü, HDP bürolarına yüzlerce bürosuna saldırıların imha amaçlı saldırıların yapıldığı bir süreci maalesef yaşıyoruz. Avrupa Parlamentosu önünde bir eylem oldu. Özellikle Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi önderliğinde. Avrupa Parlamentosu'nda pek çok görüşme yaptılar. CPT ile görüşmeler yaptılar. İşte Avrupa Parlamentosu'nda bu süreci yakinen takip eden Kürt Dostluk Grubu Başkanı bizim misafirimizdir. Biz hemen kendisine dönelim. Madame Vergia, d'abord, soyez bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Donc, Madame Marie-Christine Vergia, vous présidez en fait le groupe d'amitié ici au Parlement européen, d'amitié avec le peuple kurde. En tant que président, comment analysez-vous la situation actuelle au Kurdistan de Turquie? Je suis très inquiète. Notamment, on constate une escalade de la violence, et notamment ce qui s'est passé ces derniers jours avec plus de 300 bureaux du HDP incendiés, saccagés, dont le siège à Ankara. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe véritablement en Turquie? Et moi, le sentiment que j'ai, qui n'est pas nouveau, mais qui semble prendre de l'ampleur, c'est qu'on est de nouveau dans une instrumentalisation de la question kurde à des fins politiciennes, on va dire, ou électoralistes de court terme. Alors que il y a quelques mois, on était dans l'espoir de la reprise du processus de paix, de discussions à peu près équilibrées. M. Öcalan avait été sorti de son isolement, il y avait des contacts qui étaient possibles avec lui. Aujourd'hui, tout ça semble se dégager. Quand on voit ce qui se passe autour de la commune de Cizre, on se dit, mais on est dans une ambiance de guerre, la ville est sous couvre-feu, il y a des snipers qui tirent sur les civils. Est-on bien dans un État moderne, comme le prétend M. Erdogan, et encore plus dans un État démocratique? Donc oui, je suis très inquiète, et je pense qu'il est temps que l'Union européenne se mobilise et qu'elle, notamment la haute représentante, en faisant part égale, je dirais, à la réalité de ce qui se passe véritablement en Turquie, car quand un des principaux journaux proches, j'allais dire du gouvernement, proche de l'AKP, ça serait plus juste, dit que M. Demirtas c'est un tueur, alors que c'est le leader d'un des partis représentés au Parlement turc, on peut se poser des questions. Qui a 6 millions de votes derrière lui. Qui a 6 millions de votes derrière lui et qui a fait 13% aux dernières élections, plus de 13% aux dernières élections, et qui a plus de 80 députés dans la chambre sortante, si je puis dire, puisque nous allons vers de nouvelles élections. Et considéré en général, il vient de milieu de défenseurs des droits de l'homme, apprécié par beaucoup de gens, même pour ceux qui ne votent pas pour lui. Exactement. Puis quand on le connaît, on ne le voit pas bien dans la peau d'un tueur. C'est vrai que le Parlement européen, particulièrement l'Union européenne aussi, au moins d'une manière, officielle, il soutenait le processus de négociation entre le PKK et Ankara. Mais d'un coup, on voit, surtout après les élections, un changement de cap.
Je ne sais pas s'il y a un changement de cap, mais je crois qu'on réagit trop dans l'urgence, dans l'immédiat, sans resituer les choses. Moi, je pense qu'il faut rappeler que les premières violences ont eu lieu avant les élections, les dernières élections, notamment l'attentat de Diyarbakir 2 jours avant les élections. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé à Suruk, où il y a eu 32 morts de jeunes socialistes qui se préparaient à aller apporter de l'aide à Kobané. Ça, c'était au mois de juillet. Et depuis, il y a une espèce de cercle infernal qui s'est engagé, et je trouve qu'il s'est accéléré depuis qu'on a annoncé la tenue de nouvelles élections qui, rappelons-le, provient du fait que M. Erdogan n'a pas eu la majorité absolue qu'il espérait aux dernières élections, et qui considère que c'est le HDP qui est responsable de cette situation. Je dirais que c'est peut-être lui d'abord qui est responsable de cette situation, et que instrumentaliser la question kurde, encore une fois, dans ce pays, n'est pas la bonne voie, notamment pour quelqu'un qui dirige un pays qui continue de frapper à la porte de l'Union européenne. Il y a des images qui sont vraiment insupportables, que l'on commence heureusement à voir. On fait état des morts, des soldats morts, on fait état de l'assassinat des terroristes. On oublie de dire qu'il y a des civils qui se font massacrer là au milieu, et qu'on est assez facilement en Turquie soupçonné d'être un terroriste. C'est une chose que le Parlement européen a plusieurs fois dénoncée. Ce terme de terrorisme est toujours très ambigu, et l'utilisation qui en est faite par les autorités kurdes pour arrêter tous ceux qui critiquent le gouvernement, on va dire, tous ceux qui critiquent l'AKP, ne va pas dans le bon sens, et on constate une accélération de tout ça en ce moment qui est, je le redis, très inquiétante. Hier, vous avez eu une entretien. Je veux juste rappeler qu'il y avait eu une manifestation devant le Parlement européen. Une délégation vous avez reçue. Cette délégation a aussi été reçue par le CPT, qui est la mobilité d'aller se rendre sur l'île de Imrali. Une délégation qui représentait le président Schulz a reçu aussi. Lors de cet entretien, sur quel sujet essentiel vous avez, ou de quelle manière vous étiez, comment dirais-je, concerté? Je pense que l'essentiel de notre entretien a porté sur ce que nous venons d'évoquer. Effectivement, les représentants de la délégation ont attiré mon attention sur la situation de la région kurde de Turquie, sur la façon dont les Kurdes sont, et ceux qui leur sont proches, je dirais, ceux qui se reconnaissent globalement dans le HDP, qui a largement aux dernières élections dépassé les Kurdes, et dans un mouvement de rassemblement démocratique qui me paraît, moi, très intéressant. Donc tous ceux qui se reconnaissent là-dedans sont désormais de nouveau pris pour cible. La question qu'on s'est posée, c'est aussi comment le groupe d'amitié avec le peuple kurde au Parlement européen peut essayer d'intervenir, de faire bouger les choses, de se prononcer par rapport à cette situation qui est dramatique, et où on se retrouve de nouveau en situation quasiment de guerre civile, qui rappelle une triste période de l'histoire de la Turquie dans les années 80 notamment. Notamment par les Kurdes, voire par Erdogan lui-même. M. Öcalan était considéré comme le principal négociateur pour, en fait, trouver une issue pour la paix, la stabilité et la résolution de la question kurde. D'un coup, on voit depuis 5 mois, donc depuis début avril, il n'y a aucun lien, contact avec M. Öcalan, qui était justement, je rappelle, considéré comme le négociateur principal.
Oui, Monsieur Öcalan est un symbole pour tous les Kurdes de Turquie. Donc c'est vrai qu'on avait eu beaucoup d'espoir quand il a été sorti de l'isolement, quand il a pu rencontrer de nouveau sa famille, ses avocats, des délégations du BDP à l'époque. Il y a eu effectivement des émissaires aussi du gouvernement turc. Donc on avait des espoirs sur la reprise des pourparlers pour le processus de paix. Et on sait que quand M. Öcalan s'engage, ça fait bouger les lignes, y compris à l'intérieur des Kurdes. Donc oui, il faut absolument que M. Öcalan soit sorti de l'isolement. Rappelle d'ailleurs, ce n'est pas le PKK, ce ne sont pas les Kurdes, ce n'est pas M. Öcalan qui a rompu la discussion sur le processus de paix, c'est bien dans le contexte électoral que d'un seul coup le gouvernement turc et M. Erdogan en première ligne a rompu les discussions et de nouveau mis M. Öcalan à l'isolement, et ça c'était au mois d'avril. Je pense qu'il faut le rappeler. On a tendance à dire en ce moment, bah oui, mais le PKK a repris les initiatives armées. Remettons les choses dans leur contexte, rappelons ce qui s'est passé avant et rappelons la responsabilité du gouvernement turc dans tout cela. C'est un des messages que je souhaite faire passer aux institutions européennes, à la Commission européenne et notamment à Madame Morandini. Oui, il faut arrêter cette montée de la violence, mais si on veut réouvrir le processus de paix, il faut demander l'arrêt de toutes les violences, il faut demander l'arrêt des arrestations massives. J'ai vu le chiffre de 1400 personnes arrêtées, de ces arrestations massives de soi-disant terroristes, et il faut arrêter ce mouvement de violence considérable. Je redis, Sirse est un symbole. Je crois que M. Demirtas, avec les deux ministres kurdes, parce qu'il faut rappeler que dans le gouvernement technique en place, il y a deux ministres kurdes qui sont au gouvernement. Donc Monsieur Demirtas, avec ses deux ministres kurdes, cherche à accéder à la ville de Sirse. Il en est empêché. Si mes informations sont bonnes, il est aujourd'hui à 35 km de Sirse et prêt à s'y rendre à pied si nécessaire, parce qu'on ne sait plus ce qui se passe dans cette ville. Et cette ville est un symbole des politiques hallucinantes qui est en train de mener M. Erdogan en Turquie, un peu caché, je dirais, par sa soi-disant volonté d'aller lutter contre Daesh. Oui, en fait, on parle de Cizre. Cizre, elle est complètement encerclée, Ouais. couvre-feu total, Ouais. pas d'électricité, pas de l'eau, pas minimum de déplacement possible. Oui, on tire sur les gens. Les ambulances ne peuvent pas aller au secours des blessés, elles n'ont plus le droit de rentrer. Et je lisais notamment le témoignage d'un père de famille dont la fille avait été assassinée par un sniper et qui ne pouvait même pas enterrer sa fille, qui avait été obligé de la mettre dans le congélateur. On lit des trucs, c'est quand même pas digne d'un pays comme la Turquie. On a l'impression qu'on est dans une dictature africaine. Donc je pense qu'il faut reprendre raison, et je pense qu'en la matière, l'Union européenne a vraiment un rôle à jouer. On est à 2 mois des élections, un tout petit peu plus de 2 mois des élections. Ces élections ne pourront pas avoir lieu dans de bonnes conditions, dans un climat pareil. Donc il faut absolument que l'Union européenne mette tout son poids dans la balance. Et la responsabilité du groupe d'amitié avec le peuple kurde au sein de cette maison, qui, je le redis, comporte des représentants de quasiment tous les groupes politiques du Parlement européen, a une responsabilité pour faire bouger les choses, pour attirer l'attention et pour que cette situation dramatique change en Turquie. Sur le plan théorique, que ce soit en fait l'Union européenne, les États-Unis disent que nous sommes pour un règlement pacifique de la question kurde, à condition qu'il n'entrave pas en fait l'unité de la Turquie. Mais malgré ça, ça dépasse pas, ça va pas au-delà de la théorie. C'est comme
qu'est-ce qu'il faut faire comme nouveau? Parce que les déclarations existent, hein. Le Parlement européen, l'Union européenne, les États-Unis qui disent on veut quand même la résolution de la question kurde pour la stabilité. Oui, mais je crois, enfin, tout le monde sait que la Turquie a un positionnement géostratégique très important pour les Américains, mais aussi pour d'autres, dans cette zone du monde qui est sous forte tension actuellement avec ce qui se passe en Syrie, mais aussi en Irak d'ailleurs. Donc on est tout le temps en train de ménager la Turquie, de ménager le gouvernement turc. La Turquie est un grand pays. Hein, nul ne le conteste, la Turquie est un grand pays. C'est un pays qui a une place historique. Elle est au confluent entre l'Asie et l'Europe. Elle est la porte de l'Asie sur l'Europe ou la porte de l'Europe sur l'Asie. Donc oui, la Turquie a un rôle important. Mais cette question-là, on ne doit pas la laisser instrumentaliser par M. Erdogan. Je vais redire ce que je disais hier à la délégation et qui m'a étonnée. Depuis des mois, M. Erdogan dit qu'il est prêt à intervenir contre Daesh à condition qu'on lui laisse s'installer une zone tampon au nord de la Syrie. Au Rojava spécialement. Voilà, exactement, entre les deux zones. Qui sont aujourd'hui protégés par les combattants kurdes de Syrie. Et l'objectif de M. Erdogan est d'empêcher les deux zones kurdes de converger. Donc on a quand même l'impression que M. Erdogan est plus dans la lutte contre les Kurdes que dans la lutte contre Daesh. Donc je suis très étonnée, moi, que subitement on ait accepté cette zone tampon. Les Américains, les États-Unis ont accepté cette zone tampon qu'ils avaient refusée jusqu'à présent. Je pense que là on joue avec le feu. Et immédiatement d'ailleurs, on a vu, la violence s'est déclenchée contre les Kurdes en Turquie, contre les Kurdes en Irak. Parce qu'il y a aussi des combats violents en Irak contre les Kurdes, des bombardements de l'armée turque sur les zones kurdes d'Irak. Donc je crois qu'on est dans une période de tension internationale importante et que les jeux à courte vue de M. Erdogan, excusez-moi de le dire comme ça, je redis avec la perspective des élections, soient acceptés par la communauté internationale compte tenu de l'importance de la Turquie. Mais on a besoin, dans cette région du monde, on a besoin d'une Turquie stable. On a besoin d'une Turquie en paix. Donc la question du processus de paix, de l'arrêt de la violence, est une question essentielle dans l'intérêt même de l'ensemble des habitants de Turquie. En fait, ces derniers temps, dans la presse mondiale, souvent un mot qui est indiqué, est-ce que la Turquie va vers une guerre civile due à cette tension qui est depuis Gezi, mais bien après, et maintenant, dans la rue, c'est soi-disant manifestants qui attaquent en fait tout ce qui qui symbolise ou qui a des symboles kurdes. La langue, une habit, une couleur, etc. Ou des bureaux, des partis politiques se font attaquer, brûler. On est facilement assimilé à un terroriste, effectivement. Il suffit de montrer un signe d'appartenance à la communauté kurde pour se faire soupçonner de terroriste, pour être arrêté, mais aussi à Sirte pour se faire viser par un sniper. Image de guerre civile, oui, parce que moi quand je vois qu'il y a des snipers qui sont perchés sur les toits et qui visent la population civile, ça me rappelle Sarajevo. C'est les images qu'on a vues au moment de la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie. Donc ces images-là ne sont pas supportables. Et le rôle
d'un État, d'un gouvernement, n'est pas de se comporter de cette façon. On ne réagit pas à la violence par la violence ou en redoublant de violence. Si on veut arriver à une solution de paix, on utilise des moyens de paix. Et actuellement, l'AKP, M. Erdogan, le Premier ministre turc sont dans un vocabulaire de la surenchère qui, au lieu de calmer les choses, amplifie la violence. Donc je pense que la responsabilité de l'Union européenne en la matière est justement de ramener les uns et les autres à la raison. Sans chercher à choisir, mais en disant la voie de la guerre civile n'est pas la solution. La Turquie, les Kurdes ont suffisamment souffert de cette situation. Il y a eu 40 000 morts au début des années 80. On ne peut pas rester les bras ballants en regardant ce qui se passe et en laissant partir ce cercle de violence. Il faut réagir et réagir fermement, réagir rapidement, sans chercher à savoir qui sont les coupables, parce que je pense qu'on rentre dans un jeu qui n'est pas bon. Je redis, l'Union européenne, Madame Morgherini a un discours à tenir en la matière. Monsieur Donald Tusk, le président du Conseil européen, était en Turquie. Je crains qu'il n'ait pas tenu le discours nécessaire parce que, si j'ai bien compris, il était surtout préoccupé par la question des migrants. Qui est lié demain, si le conflit n'est pas réglé, il y aura centaines de milliers, de millions. On sait qu'il y a eu de millions depuis une cinquantaine d'années des Kurdes qui sont partis partout dans le monde depuis Kurdistan. Puis peut-être qu'il faut rappeler qu'il y a 2 millions ou près de 2 millions de réfugiés syriens qui sont actuellement en Turquie et qui sont essentiellement dans les zones kurdes. Dans la zone kurde de Turquie. Donc remettre cette zone à feu et à sang, ça veut dire que ces réfugiés syriens vont être obligés de fuir encore. Et on va encore aggraver la situation humanitaire. Kurdi reflète bien cela. Une famille de Kobané qui s'est déplacée à Alep, ensuite à Kobané, ensuite en Turquie, partie de nouveau. Voilà. Tout à fait, il y a de nombreux témoignages. Là, j'étais frappée en regardant la presse hebdomadaire qui vient de sortir cette semaine par le nombre de unes consacrées à cette crise humanitaire par rapport aux réfugiés. Et dans les témoignages qui sont mis en avant, ce sont souvent des Kurdes. Ce sont souvent des Kurdes qui fuient d'étape en étape avec des parcours incroyables et je crois que c'est dramatique. Oui, la résolution, c'est pas, comment dirais-je, c'est bien, mais 160 000 personnes acceptées entre tous les membres de l'Union européenne, on essaie de passer ça comme une méga chose, mais par rapport à la totalité en fait, des millions de réfugiés, c'est... c'est ce que j'ai dit hier, parce que je suis intervenue dans le débat sur la situation migratoire et la crise humanitaire à laquelle on doit faire face. Il y a actuellement 60 millions, d'après les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, 60 millions de personnes déplacées ou réfugiées dans le monde. Alors 60 millions, c'est énorme, mais ramené à la population mondiale de 7 milliards d'habitants, il faut quand même aussi relativiser les choses. Mais surtout, sur ces 60 millions de personnes, il n'y en a que 13% qui sont accueillis dans les pays développés. Et effectivement, les pays qui sont le plus confrontés aux crises, c'est déjà des pays qui ont affaire à des situations infernales. On parle de la Syrie. Effectivement, c'est le Liban et la Jordanie qui, proportionnellement à leur population, supportent un effort encore plus important que la Turquie et qui supportent déjà depuis des années les réfugiés, le poids du non-règlement du conflit israélo-palestinien et les réfugiés palestiniens. Le pays, ou un des pays dans lequel il y a le plus de réfugiés actuellement, c'est le Pakistan. Ouais. Donc, Sans parler de Rojava qui a un demi-million de réfugiés kurdes, autres qui viennent de Alep et autres. Tout à fait, tout à fait.
Il faut toujours remettre, pour moi c'est très important, de remettre les choses sur ces questions-là dans l'espace et dans le temps, parce qu'autrement on panique et ce n'est pas le sujet. On a une crise humanitaire. L'Union européenne doit prendre ses responsabilités et en travaillant à la paix en Turquie, je pense qu'elle travaille aussi à la stabilité de la région qui est nécessaire. Je pense que c'est plus utile de travailler à la paix en Turquie que d'aller bombarder, d'aller faire des bombardements en Syrie. Moi, je pense que les interventions militaires ne règlent jamais rien. Donc, on vient de parler de ce que l'Union européenne doit faire, mais Nations Unies et les Américaines qui, depuis un an, appellent aider les Kurdes contre le Daesh. Mais ça reste là. Qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir un minimum de paix dans cette région, y compris avec les Kurdes? De toute façon, si on parle de la question syrienne, il faut mettre tout le monde autour de la table. On ne règle pas un problème sans mettre tout le monde autour de la table. En même temps, les responsabilités sont partagées en Syrie. Oui, il y a Daesh, mais oui, il y a aussi le gouvernement syrien qui continue à bombarder une partie de sa population, y compris en utilisant des armes chimiques. Donc les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles, y compris parce qu'il y a des jeux compliqués des uns et des autres. Il y a eu le rôle des pays des Golfe, il y a eu le rôle de la Turquie, qui n'a pas toujours été clair par rapport à Daesh. Il y a le rôle de l'Iran. Il y a le soutien de la Russie au gouvernement syrien. Donc les choses pour la sont Turquie très... aussi, il peut, parce que on parle Nations Unies et les Américaines peuvent aussi exiger un minimum de stabilité pour le Kurdistan de Turquie qui est lié avec le Kurdistan de Syrie. Bien sûr. Bien sûr, mais je l'ai déjà dit, précédemment. Ouais. C'est pas en enchaînant des cycles de violence qu'on va résoudre la question de la stabilité de cette région. C'est au contraire en faisant en sorte que l'on arrive au mieux à pacifier les choses. C'est pour ça que je redis que je pense que d'avoir accepté la création de ces zones tampons pour la Turquie en Syrie est une erreur parce qu'elle est, on le voit, elle est utilisée à des fins politiques contre les Kurdes et elle est inopérante par rapport à Daesh. Donc, quand on sait depuis des mois que M. Erdogan met un signe égal entre Daesh et le PKK, et encore, dans la pratique, il est plus prêt à combattre les Kurdes qu'à combattre Daesh. Ce qu'il fait en pratique de toute façon. Oui, en pratique, il combat les Kurdes et il ne combat pas Daesh. Il y a en même temps en Turquie en fait des élections de réélection déclarées ou imposées par AKP ou Erdogan. On a parlé de Turquie, c'est vrai. En même temps, il y a des élections dans ces atmosphères. Moi, je ne dirais pas que ces élections sont imposées par Erdogan. Je dirais que les résultats des dernières élections ont obligé M. Erdogan à refaire des élections parce qu'il a essayé pendant des mois de faire un nouveau gouvernement et qu'il n'y est pas arrivé. Donc il est obligé de retourner devant les électeurs. Si elle a vraiment essayé. Je pense qu'il a essayé. Finalement... Mais je pense que l'ensemble des partis politiques ont refusé une alliance ou ont eu des exigences qui n'allaient pas, qui ne convenaient pas à M. Erdogan. M. Erdogan rêve de faire passer une constitution qui lui donnera tous les pouvoirs, une sorte de régime présidentiel autoritaire, ce que les autres partis politiques, quelle que soit leur couleur politique, refusent. Il rêvait d'avoir une majorité absolue, il n'y est pas arrivé. Il a essayé, en négociant avec les autres partis, de reconstituer sa majorité absolue. Ce n'est pas possible.
Toutes les alliances possibles tentées ne peuvent pas se faire sans concession. Monsieur Erdogan ne veut pas faire de concession. Il veut imposer sa loi, son point de vue aux autres composantes politiques de Turquie. Quand on est dans un régime démocratique, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on retourne aux élections et il est en train de créer les conditions pour que ces élections se passent le plus mal possible. Parce que moi je pense qu'il y a ça aussi, c'est ce que j'ai dit dans le communiqué que j'ai publié ce matin. Il ne pourra pas y avoir d'élections dans de bonnes... Mais bien sûr, il ne peut pas y avoir d'élections dans de bonnes conditions si une partie de la Turquie est à feu et à sang, si des villes sont encerclées sous couvre-feu, s'il y a des snipers qui tirent sur la population civile. C'est pas possible qu'on ait des élections dans de bonnes conditions. Donc il y a des enjeux. Ramener la paix est une nécessité absolue si on veut que la Turquie continue d'être une démocratie. Pour le moment, toutes les demandes de Conseil de l'Européen, les institutions compétentes pour veiller les élections ne sont pas acceptées. Non, non, c'est toujours un signe ça. Quand un gouvernement refuse des missions d'observation électorale, c'est un signe qu'il a des choses à cacher et des choses qu'il ne veut pas montrer. Les gouvernements qui veulent jouer le jeu démocratique sont toujours prêts à ouvrir leurs portes aux missions électorales. Vous savez que j'ai beaucoup suivi la question de la Tunisie. Pendant des années, M. Ben Ali a refusé les missions électorales, quelles qu'elles soient. Les missions électorales sont arrivées en Tunisie après la chute de M. Ben Ali. Et les élections se sont passées relativement bien à l'époque. Quand on refuse des missions électorales, c'est qu'on a des choses à cacher. Donc vous, en tant Ça n'empêchera pas qu'il y aura des missions électorales qui seront envoyées. Notamment, moi, je suis en train de travailler à ce que mon groupe politique, et peut-être le groupe d'études d'ailleurs, prépare des missions électorales indépendamment des missions officielles. Peut-être quelques mots, vu que vous suivez en fait de manière très près ce qui se passe à Rojava, parce qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui vivent en fait dans les zones où il y a une stabilité relative, notamment la reconstruction de Kobané. Qu'est-ce qu'il faut dire actuellement? Qu'est-ce qui mérite à souligner actuellement? Nous avons fait une initiative au mois de juillet au Parlement européen avec le soutien de Martin Schulz, le président du Parlement européen, pour la reconstruction de Kobané. Nous avons interpellé Madame Mogherini pour... justement parce que nous avons dit lors de cette conférence que pour nous, la reconstruction de Kobané était un symbole. Nous venons de recevoir la réponse de Madame Morenghini. Je pense que les choses bougent. L'Union européenne va accorder 3,5 millions d'euros pour l'aide humanitaire, 5 millions pour le programme de déminage qui était une des priorités que demandent les gens de Kobané, parce que tant qu'il y aura des mines partout dans et autour de la ville, il ne peut pas y avoir de vie supportable, acceptable. Et pour des priorités, je dirais, alimentaires et agricoles. Donc là, il y a 5 millions d'euros qui vont être débloqués. Et Madame Morenghini nous dit aussi dans cette lettre que d'autres aides pourraient être débloquées dans le cadre de la politique, des instruments habituels de la politique européenne avec les pays dits du voisinage. Donc nous allons continuer la pression parce que il y a un effort... Ça, c'était un premier pas quand même. Voilà, c'est un premier pas. C'est au-delà même de ce qui avait été annoncé au moment de la conférence de Kobané. Je pense qu'il faut le souligner. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait des aides plus importantes parce que la reconstruction de Kobané est un symbole par rapport à la situation de cette région. Et nous allons continuer avec le groupe d'amitié à suivre ce qui se passe parce que c'est important, mais je trouve que les choses avancent, notre mobilisation est importante et nous travaillons efficacement là.
notamment les problèmes pour faire passer tous les instruments ou les matériels nécessaires pour faire passer à Kobané. Oui, tout à fait. Bah oui, C'est un on problème revient qui sur pose la encore. question, tant que les environs sont à feu et à sang, et si on les met à feu et à sang, on ne va pas y arriver, hein. Moi j'ai terminé, si vous voulez juste ajouter quelque chose, Madame Non, je vous remercie. Nous Marie-Christine avons fait un Vergiat. assez large tour d'horizon, y compris sur l'actualité du Parlement européen. Donc j'espère vraiment que nous pourrons œuvrer à ce que ramener le calme, parce que c'est vrai qu'on est dans un climat qui ressemble à un climat de guerre civile, et ça m'inquiète vraiment. En espérant que la paix, l'amitié, la stabilité règne dans la région, le Kurdistan et de manière très large. Madame Marie-Christine Vergiat, je vais juste rappeler que vous êtes membre de la Commission des libertés civiles et de la justice des affaires intérieures et aussi membre de la Commission des droits de l'homme depuis très très longtemps. Depuis que je suis élue en 2009. Voilà. Değerli izleyiciler, biz programımızın sonuna geldik. Haftaya ya da 15 gün sonra başka bir konu, başka bir konuk ile buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.